mort de Quentin et de cette accélération dans l'enquête. On a le plaisir aussi d'avoir à nos côtés Jean-Yves Camus, politologue. Bonsoir, vous connaissez bien ces groupuscules des extrêmes qui agissent dans l'ombre. Louis de Ragnel est là, bonsoir. Bonsoir Laurence. Éric Revel. On est donc en train de vivre un tournant dans l'enquête dont on se demandait en réalité où elle commençait à se dérouler. Tanguy Hamon du service police-justice de CNews. Expliquez-nous, 6 personnes ont donc été identifiées après les images de vidéos qu'on a vues ces derniers jours. Oui, exactement. 6 personnes identifiées, 5 jeunes hommes et une jeune femme. Tous, et c'est très important, tous membres de la Jeune Garde, ce groupuscule d'ultra-gauche qui est censé être dissous. Manifestement, il n'est pas dissous puisqu'ils étaient donc présents au moment de la mort de Quentin. Et désormais, la question qui se pose, c'est quand est-ce que ces individus vont être interpellés, puisque ça prend du temps. L'enquête se poursuit, les enquêteurs cherchent à vérifier vraiment précisément qui a fait quoi avant, nous dit-on, de procéder à ces interpellations. Il y a aussi le risque d'une procédure qui puisse être cassée par les avocats de ces individus. Et donc, pour toutes ces raisons, les enquêteurs, les forces de l'ordre mettent du temps à procéder à ces interpellations. Mais donc, l'information qu'on a eue à quelques minutes à peine, 5 jeunes hommes et une jeune femme, tous membres de la Jeune Garde, ont été identifiés dans cette affaire. Merci beaucoup Tanguy Hamon. Vous revenez vers nous si vous avez de nouvelles informations. Gauthier Lebrecq, ça va être difficile désormais pour l'extrême gauche de dire qu'elle n'y est pour rien et que c'est elle qui a été attaquée. Quand Gérald Darmanin a dit cet après-midi la Jeune Garde tue à l'Assemblée nationale, on avait compris. On sait que le ministre de la Justice, évidemment, a toutes les informations qui lui sont remontées en temps réel. Donc l'application de la Jeune Garde, c'était déjà fait cet après-midi. Là, désormais, on sait donc que les 6 qui ont participé au lynchage et donc au meurtre de Quentin font partie de la Jeune Garde. Donc évidemment, c'est un petit séisme politique pour la France insoumise, dont les liens ne sont plus approuvés avec la Jeune Garde, puisqu'ils ont fait du fondateur et du patron de la Jeune Garde un député avec Raphaël Arnaud, qui d'ailleurs n'était pas présent pour la minute de silence à Quentin. Et puis reste aussi la question du collaborateur de Raphaël Arnaud, dont l'accès est coupé à l'Assemblée nationale par Yaël Braun-Pivet, puisqu'il aurait été directement sur place au moment du lynchage de Quentin, selon plusieurs témoins. Certains disent même qu'il a participé au lynchage. Ça, l'enquête le dira. Je dis bien que ce sont 2 témoins qui ont dit cela, et l'enquête n'est pas terminée. Mais si Yaël Braun-Pivet a décidé de suspendre son accès à l'Assemblée nationale, s'il s'est mis en retrait de son travail avec Raphaël Arnaud, c'est bien qu'il doit être impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'affaire. Donc on est sur un tournant pour la France insoumise qui essaye de nier maintenant ses liens avec des interviews toutes plus lunaires les unes que les autres des cadres de LFI. On n'a plus aucun lien avec la Jeune Garde. Ah bon, mais vous en avez fait un député. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui disait il y a quelques semaines qu'il fallait défiler derrière les banderoles de la Jeune Garde. Quand vous avez besoin d'un service d'ordre, certains représentants de LFI ont déjà fait appel à la Jeune Garde. Donc ils sont plus que liés à la Jeune Garde. Enfin, ils ont pactisé avec la Jeune Garde. Ils ont décidé d'en faire un député. Donc on va voir la réaction de la France insoumise qui tente de réécrire l'histoire depuis quelques heures. Mais là, effectivement, l'étau se resserre considérablement autour de LFI avec ces révélations. Louis de Ragnel, 6 personnes donc identifiées comme étant membres de la Jeune Garde. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas encore en garde à vue ? Alors c'est un élément vraiment mystérieux. Moi je pensais sincèrement que les interpellations auraient lieu la nuit dernière, ce matin très tôt. Et donc manifestement, si ces personnes-là n'ont pas été interpellées, c'est vraisemblablement parce que je pense que les policiers et les gendarmes ne réussissent pas à les localiser. Pour l'instant. Mais le plus important, je trouve, c'est ce que disait Gauthier tout à l'heure, c'est les informations dont on dispose sont accablantes pour la France insoumise. La Jeune Garde est consubstantielle de la France insoumise. Il faut bien avoir en tête que la Jeune Garde, c'est le vivier, c'est les éléments les plus dynamiques, les plus réactifs de la France insoumise, sur lesquels Jean-Luc Mélenchon compte énormément pour le service d'ordre et aussi pour des actions de militantisme. Et puis je note quand même, il y a quand même l'absence de Jacques-Élie Favreau de partout depuis 5 jours, qui est très suspecte, même au sein de la France. L'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, même au sein de la France insoumise, il y a plusieurs personnes qui disent moi j'étais assez proche de lui, je lui ai envoyé des messages, j'ai plus aucune nouvelle de lui, personne ne sait où il est. Est-il en train de se cacher? A-t-il déjà été parlé aux services de police et aux enquêteurs? La suite nous le dira, mais voilà, cette information, 100% des personnes identifiées font partie de la Jeune Garde. Je vois difficilement, alors on va voir l'exercice de pirouette que va essayer d'entreprendre ce soir Jean-Luc Mélenchon à 19h15, parce qu'on voit bien la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'essayer d'imposer
un autre récit, un contre-récit à la version qui est pour l'instant celle de la justice. Jean-Yves Camus, vous connaissez bien ces groupuscules. Est-ce que vous êtes étonné du fait d'abord que tous aient été identifiés comme étant de la Jeune Garde et peut-être qu'on ait du mal à les localiser à l'heure où on se parle? Il y a quelque chose qui m'étonne d'abord, c'est que quand on regarde les images de vidéosurveillance que nous avons là à l'écran, on voit qu'il fait encore plein jour. Lorsque le garçon est pris en charge par les secours, vous savez, il y a toujours à l'intérieur du véhicule des secours un médecin qui prend les constantes, qui regarde à peu près l'état du blessé. Il est visible qu'il est dans un état très grave et il est probable, même si on le transporte évidemment à l'hôpital, qu'il va y avoir quelques difficultés à s'en sortir. Il n'y a aucun équipage de police qui traîne dans le secteur. Apparemment. C'est-à-dire que normalement, pour une altercation de ce type qui débouche sur ce type de fait, il aurait sans doute été possible d'agir bien avant, dès le vendredi soir. On est mardi soir, on a une identification. Alors elle est rendue effectivement assez difficile par le fait que les individus ont le visage masqué, par le fait qu'ils portent des vêtements qui sont des vêtements casuals qui les rendent quand même assez passe-partout. Tous ces gens sont évidemment suivis par le renseignement. Ils sont connus des services de police. Donc tout ça arrive, alors on va dire, quand même suffisamment tôt pour que ça permette aujourd'hui de ne plus simplement gloser sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et d'extrapoler à partir des témoignages des uns et des autres. On a désormais des faits. Mais si ça peut éviter une montée de la tension, ça arrive quand même bien tard, parce qu'effectivement, ces gens savent a priori quand même l'état dans lequel ils ont laissé Quentin, et l'hypothèse qu'il ne soit plus sur zone est quand même déjà très probable. Parce que cette Jeune Garde est extrêmement bien organisée, a des ramifications à l'étranger, a subi des entraînements régulièrement, même si elle a été dissoute, on le rappelle. Alors il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est un groupuscule paramilitaire. Hein. Il n'est même pas certain d'ailleurs que tous les gens aient une carte de membre. Moi j'entends membre de la Jeune Garde, bon, c'est une nébuleuse avec des gens qui sont actifs régulièrement, qui sont suivis comme tels. Est-ce qu'ils ont des contacts à l'étranger? Alors, une partie de la presse italienne dit avoir vu Raphaël Arnaud en Italie récemment, à Rome très exactement. Ça fait pas nécessairement un point de chute où aller quand on a véritablement la police aux trousses. Mais enfin oui, Raphaël Arnaud voyage sur des mobilisations entre guillemets antifascistes en Grande-Bretagne, en Italie. Ces gens sont par définition des internationalistes. Donc pour eux, le domaine de la lutte antifasciste, avec toujours des guillemets, ça n'est pas simplement le territoire français. C'est le territoire mondial. Écoutons cette passe d'armes, ce vif échange à l'Assemblée cet après-midi entre Mathilde Panot de la France Insoumise et Sébastien Lecornu qui lui a reproché une attitude abjecte. Mathilde Panot, Monsieur Lecornu. Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Et si nous combattons l'extrême droite et les groupuscules fascistes violents autour d'elle, c'est précisément car ils glorifient la mort et la brutalité, érigent le racisme en principe et qu'il n'y a pas plus anti-républicain que cela. Il faut méconnaître l'histoire pour accepter la victimisation de l'extrême droite et prétendre que les violences seraient à gauche de cet hémicycle. Madame la présidente Panot, ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. On peut avoir des divergences politiques, mais lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Et donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, la violence physique comme la violence verbale. La vraie question, au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées
et surtout le ménage dans vos rangs. Depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite et désormais qui laissent justement de l'ambiguïté sur la violence. Voilà pour la réponse de Sébastien Lecornu. Éric Nolot. Madame Panot dit « Comment osez-vous dire que la violence est dans nos rangs quand dans les rangs en question, il y a Raphaël Arnaud, chef de la Jeune Garde, dont 6 membres sont directement mis en cause dans le lynchage de Quentin ?» Écoutez, je sais pas, Oui. c'est Orwell, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est l'inversion de... Total. La violence n'est pas de l'autre côté. Ah, si, il y a Raphaël Arnaud. Bon, écoutez, est-ce que ce système de défense peut convaincre quiconque ? Je ne pense pas. Je crois pas. Enfin, ici, personne. Mais est-ce que ça peut marcher auprès d'un certain électorat qui dit... Je pense que ça peut marcher. Moi, je le crois aussi, malheureusement. Parce qu'ils sont dans la victimisation et que leur électorat, effectivement, Naïma Fadel. vont être persuadés de ce qui se dit. Et effectivement, moi, je trouve qu'ils ont effectivement un toupet, mais incroyable. Je suis sidérée par leur toupet, en fait. Il n'y a aucune humanité. Et c'est très bien la manière dont Sébastien Lecornu a répondu. Mais moi, j'en reviens pas qu'il n'ait aucune humanité, aucune... Alors, enfin, je suis sidérée. Voilà. Monsieur Camus, un dernier mot avant la pause. Moi, je regarde les commentaires qui circulent sur Twitter. J'ai la faiblesse de regarder de temps en temps les commentaires qui concernent les quelques apparitions médiatiques que j'ai faites depuis vendredi. Et où l'on m'explique qu'en fait, alors si je ne suis pas fasciste, je suis un complice objectif du fascisme. Et si je ne suis pas un complice objectif du fascisme, ce qui est quand même un petit peu gros, malgré moi, je donne l'impression d'avoir des complaisances à l'égard de ceux qui sont eux-mêmes complaisants avec l'extrême droite. On n'en sort pas. L'idée centrale de ces commentaires, c'est très simple. C'est que cette violence, c'est une violence défensive. C'est en fait la violence de gens qui sont attaqués de toutes parts, par un fascisme qui n'est plus simplement celui des groupes d'ultra-droite suivis par le renseignement et dont on sait qui ils sont, mais par un fascisme protéiforme qui prend le visage aujourd'hui de l'ensemble des luttes intersectionnelles, de sorte que, effectivement, si vous prenez ces définitions-là, vous avez beaucoup d'ennemis. Donc la réponse, c'est effectivement alors de descendre dans la rue pour s'opposer aux groupes d'extrême droite, tout en disant que c'est uniquement une violence défensive. Mais on voit bien que ce n'est pas uniquement une violence défensive, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'incidents violents dans lesquels Raphaël Arnaud lui-même a été mêlé. Mais ça peut marcher. Mais ça peut marcher, parce que si l'hydre fasciste est présente partout, et même je voyais des commentaires qui parlaient des nazis. Alors, si les nazis sont partout, effectivement, vous avez les mêmes droits face aux nazis d'aujourd'hui que vous aviez face aux nazis d'hier. Terrible. Allez, petite pause, on continue.